Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin. Il y en a sûrement quelques-unes. Je suis Olivier Goujon, je suis directeur du Salon du Livre de Montréal. C'est la journée des professionnels et la journée a pour thème la découverte de nouveaux publics. Et comme je l'ai dit ce matin, peut-être que quelques personnes étaient là et m'ont entendu, mais j'aime bien le répéter. On voit dans cette édition-ci que le salon est capable, et que le milieu du livre, on est capable d'aller chercher des nouveaux publics. C'est vraiment possible. J'aimerais le souligner parce que en ce moment, en bas, il y a plein de parents qui viennent avec leurs enfants qui n'étaient pas venus au salon et ils découvrent que leurs enfants aiment les livres, connaissent les auteurs, les autrices, connaissent les maisons d'édition. Ils font « Ah oui, tu savais ça? Ah, tu as lu ça, toi, à l'école? » Donc là, ils réalisent que c'est peut-être un peu à côté de la plaque et peut-être trop le nez scotché sur leurs écrans. Et ils découvrent qu'eux aussi prennent plaisir à feuilleter des livres. Donc, il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui est vraiment, vraiment positif. Bref, tout ça pour dire que c'est le thème de la journée des professionnels et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, dans une collaboration avec BANQ, donc Mélanie Piécha et Orphée Russell. Il y a deux personnes qui ont la COVID qui n'ont pas pu se présenter. Voilà, mais vous allez prendre la place et puis je suis sûr que l'activité « Comment rendre les trésors de notre littérature plus accessibles aux jeunes », ça sera passionnant et ce sera suivi d'un atelier sur l'éco-responsabilité dans le milieu du livre. Voilà, et puis ce soir, pour les personnes qui sont intéressées, il y a un cocktail des professionnels pour célébrer les nouveaux publics. J'essaie de faire un lien. Merci beaucoup, bonne rencontre. Merci à BANQ pour tout ça. Voilà. Merci, Olivier. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première présentation de l'après-midi. Donc, je vais tout de suite passer pour... Oh. Je voudrais vous présenter très rapidement BANQ, donc Bibliothèque et Archives nationales du Québec. BANQ, on ne le sait pas nécessairement, mais ça regroupe une présence en ligne ainsi que dans 12 édifices à travers le Québec. Donc, quand on inclut aussi les édifices des Archives nationales, on est présent un peu partout au Québec. On est présent aussi beaucoup en ligne. Tous les services sont gratuits. Donc, on est vraiment très présent dans tout l'univers du livre et de la culture. On va se présenter très rapidement. Donc, moi, c'est Mélanie Piécha. Je suis responsable du secteur pour l'expérience et la gestion de produits. Donc, j'ai passé beaucoup de temps de ma carrière dans le numérique. Après une maîtrise en sciences de l'information, donc pour être bibliothécaire, j'ai complètement bifurqué, mais j'ai réussi à combiner mes deux passions depuis mon retour à BANQ. Donc, je suis responsable de plusieurs des plateformes en ligne, de tout ce qui est l'expérience utilisateur et aussi d'organiser tout ce qui est gestion de produits. Je vais vous laisser mon collègue se présenter. Donc, je m'appelle Orphée Russell et je travaille à la partie Bibliothèque nationale de BANQ. C'est où on s'efforce à acquérir 2 copies de tous les documents publiés au Québec pour plusieurs types de documents. Et une copie, ça va à ce qu'on appelle la collection nationale où le grand public peut le consulter dans le même bâtiment que la grande bibliothèque à Berry. L'autre copie, ça va à notre centre de conservation. Et moi, je travaille à la direction des métadonnées où on catalogue tous les documents de la collection nationale. Et mon travail en particulier, ça concerne nos projets de partage de métadonnées avec des organismes externes. Et aussi, ça concerne la révision de nos flux de création de données. Donc, ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui, c'est beaucoup la découvrabilité. La découvrabilité, c'est un terme dont on entend beaucoup parler depuis 2-3 ans. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi c'est si important, au mois de mars 2022, la PDG de BANQ, donc Marie Grégoire, avec Frédéric Bouchard, qui est le président du CA, ont écrit une lettre ouverte dans la presse pour la Journée de la francophonie pour parler, entre autres, des algorithmes. On a notre vie numérique est de plus en plus régie par des algorithmes. Qui sont carrément gérés par des plateformes qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas québécoises. Donc, des plateformes comme Facebook, Google. De plus en plus, ce qu'on remarque, c'est que les choix de contenu culturel qui sont exposés, qui sont consommés finalement par les Québécois, sont souvent régis par les règles de ces plateformes-là.
Ce sont des règles auxquelles on n'a pas accès. Donc, on s'est posé la question, justement, que pouvons-nous faire pour essayer de mieux comprendre les algorithmes, pour essayer aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer ces algorithmes-là et essayer de rendre la culture québécoise plus visible. Donc, c'est effectivement au cœur de la mission de BNQ. On le remarque, la découvrabilité est aussi au cœur du nouveau plan stratégique. Donc, au niveau des enjeux, donc, il y a des géants du Web qui définissent les règles du jeu. Avant l'arrivée du Web, finalement, on avait beaucoup plus de contrôle sur qu'est-ce qu'on mettait de l'avant, en fait, de culture, et maintenant, ce contrôle-là nous échappe. Le risque que ces plateformes-là se mettent à choisir à notre place est grand. On remarque déjà, par exemple, sur Netflix, 80% de ce qui est visionné sur Netflix provient des recommandations. Donc, si ce n'est pas dans les algorithmes de recommandation, c'est très peu visible de la part des utilisateurs. On remarque aussi que l'anglais domine dans le Web. Donc, on retrouve seulement 3,5% de tous les contenus sur le Web qui sont francophones. Le français est quand même en 4e place, donc il y a énormément de langues qui sont encore moins présentes. Il y a une quasi-dominance de l'anglais, donc c'est de plus en plus difficile aussi de faire ressortir nos différents contenus culturels à travers ces plateformes-là. Je n'ai pas parlé aussi de l'indexation automatique, mais en gros, les plateformes ont tendance elles ont tellement été fabriquées pour l'anglais que toutes les spécificités locales, linguistiques ne sont souvent pas tenues compte. Donc, par exemple, le français au Québec, souvent, c'est très difficile pour eux de faire les distinctions et de faire tout ça. Donc, ça fait partie aussi des enjeux. Une autre étude qui nous a beaucoup préoccupés, c'est une étude qui a paru, c'est un sondage de Léger, qui voulait voir comment les Québécois cherchent en ligne. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les personnes plus âgées vont effectuer leurs recherches dans les moteurs de recherche en français. Mais plus les gens sont jeunes, plus ils vont chercher en anglais, même pour des contenus qui pourraient être francophones. Donc, ils vont faire de plus en plus, les mots-clés entrés dans les moteurs de recherche vont être en anglais ou en français et en anglais. Donc, ça change la donne. Parce que même des francophones cherchent maintenant des contenus en anglais. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe et on est en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faciliter à travers cet écosystème-là pour essayer de rendre plus visibles tous les contenus. Puis, en parallèle à ça, donc, une enquête du CEFRIO montre que les jeunes souhaitent pourtant plus de contenu québécois et en français. Ils veulent comprendre, être émus. Donc, tout ce qui est au niveau des émotions, c'est quand même leur langue maternelle. Fait qu'ils voudraient voir ces œuvres-là, c'est juste qu'ils y sont peu exposés. Donc, comment peut-on rendre les trésors de notre littérature québécoise en français pour les jeunes plus visibles dans cet écosystème-là? Il y a des solutions. La première, c'est d'adapter nos pratiques. Donc, aux préférences, aux comportements de nos jeunes qui évoluent, puis aux nouvelles exigences du numérique. Donc, voici les thèmes qui vont être abordés plus en détail. Donc, on va vous parler du concept de la découvrabilité, des 4 piliers. On va vous parler de marketing numérique, de données structurées, de Wikimédia. On va vous parler des métadonnées, de leur mutualisation. On va vous parler de l'identifiant ISNI, les données ouvertes et quelques cas d'usage concrets. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Pour commencer, on aura un petit quiz. Là, on ne pensait pas que vous seriez si nombreux dans la salle, donc on n'est pas allé avec une plateforme, mais qu'est-ce que la découvrabilité? On a 4 définitions possibles. Pouvez-vous juste lever la main? Est-ce qu'il y en a qui pensent que la découvrabilité, c'est la capacité d'un contenu à se laisser découvrir? Le deuxième choix, ce serait la facilité d'un contenu de se faire découvrir par un utilisateur qui le cherche. Est-ce que c'est la capacité d'un contenu de se faire proposer à un utilisateur qui n'en connaissait pas l'existence ou les 3 réponses précédentes? Qui dit A? B? C? Oh, donc C? D? Oui, donc vous avez raison, c'est effectivement tout ça. Donc, le concept de découvrabilité,
il a été défini par le ministère de la Culture et des Communications, donc en 2017. C'est un concept qui prend vraiment beaucoup parce que le contenu existe, donc on essaie de le rendre plus découvrable. Donc, il inclut un peu tous ces différents éléments-là. Donc, c'est comment rendre un contenu plus facile à trouver pour quelqu'un qui le cherche. Il y a aussi un concept de comment on fait pour rendre un contenu facile à trouver pour quelqu'un qui ne le cherche pas. Les Français parlent beaucoup de sérendipité. Donc, c'est tous ces concepts-là qui sont englobés par la découvrabilité. À la base de tout ça, on a les 4 piliers de la découvrabilité. Donc là, je vais me lever parce que c'est plus facile. Je suis désolée, c'est vraiment tout petit, mais je vais vous l'expliquer. Les 4 piliers de la découvrabilité, ils sont proposés par une agence québécoise qui s'appelle la Cogency. Ce qu'on remarque, c'est que, bon, il y a les 4 cadrans. Premièrement, il y a des initiatives qui s'adressent dans des conversations avec les humains. Donc, quand on s'adresse à des humains, il y a 2 façons. Il y a des façons court terme et plus long terme. Donc, dans le court terme, on retrouve surtout, on parle de promotion. Donc, dans la promotion, on retrouve tous les achats médias, tous les placements, que ce soit à la télé, à la radio, dans les journaux. On trouve aussi tout ce qui est relations publiques. On peut faire des concours, on peut faire des événements qui vont avoir un impact immédiat, mais on s'adresse vraiment à l'humain. De manière très long terme, on peut avoir plus le marketing numérique, qui s'adresse encore une fois aux humains. Donc, on parle ici de placement beaucoup, mais des mots-clés, par exemple, dans les résultats de recherche. On pourrait créer du contenu en lien avec différents mots. Donc, c'est du contenu plutôt éditorial, en lien avec des mots-clés qui pourraient être très cherchés par vos utilisateurs. On parle des réseaux sociaux. On parle de différentes autres formes de publicité. On a aussi des initiatives qui peuvent s'adresser, en bas, on retrouve les initiatives qui s'adressent aux machines. Donc, court terme, on a, je ne suis pas nécessairement d'accord, court terme, là, c'est du SEO. Le SEO n'est pas nécessairement court terme, mais c'est cela qui se retrouve. Donc, c'est l'utilisation de mots-clés pour bien identifier les contenus. On va en parler un petit peu plus loin, je vais vous donner des exemples, mais il y a plusieurs autres techniques autour SEO, Search Engine Optimization. En français, on parle de référencement naturel ou organique. Donc, c'est la capacité des contenus de se retrouver sans payer dans les moteurs de recherche, donc de se retrouver bien positionnés. On retrouve aussi les métadonnées liées et structurées, qui sont des manières de parler, encore une fois, aux machines, donc, mais de manière plus long terme. Donc, c'est comment documenter nos contenus. Il existe des manières d'organiser les contenus de manière structurée pour que les machines puissent les lire plus facilement. Donc, qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que c'est et comprendre un petit peu mieux. Donc, je sais que c'est un peu du jargon, donc je vais vous le définir. Les données sont vraiment à la base de toute la découvrabilité. Il faut commencer par décrire les contenus. Donc, un contenu, s'il n'est pas capable d'être lu par une machine, la machine ne peut pas comprendre. Donc, comment on fait pour expliquer à la machine qu'est-ce que c'est? On peut utiliser des métadonnées. Les métadonnées, qu'est-ce que c'est? Ce sont des données qui servent à décrire quelque chose. Si on parle, par exemple, d'un livre, bien, les métadonnées, ça pourrait être l'auteur, ça pourrait être la maison d'édition. Donc, ce sont des mots-clés ou des mots qui décrivent le document en question. Les données structurées, ce sont souvent des métadonnées, mais qui vont avoir une couche de plus parce que c'est un vocabulaire contrôlé. Donc, on sait exactement ce que c'est. Orphée va vous parler tout à l'heure de belles données structurées, donc avec l'ISNI, qui est une manière justement, mais je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais dans les données structurées, il y en a plusieurs manières. On retrouve, entre autres, pour les sites web, le balisage schéma.org, qui permet de dire qu'est-ce qui est quoi. Est-ce qu'on parle ici d'une institution? Est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Est-ce que c'est un lieu? Donc, de pouvoir définir à travers des vocabulaires contrôlés, ça permet à la machine de comprendre. Les données liées, c'est une étape de plus. Donc, on parle ici de données structurées, mais qui sont liées entre elles. Ce qu'on remarque beaucoup au niveau du web, c'est que de faire des liens entre les organisations, entre les sites web, ça permet encore une fois aux machines de comprendre que les choses sont en lien. De faire un lien, par exemple, entre le site de BANQ et l'ANEL. Ça pourrait permettre de
à la machine de reconnaître, oh, ces deux sites-là sont très crédibles, ils ont tous les deux une certaine notoriété. Le fait qu'ils se parlent, ça va venir renforcer la crédibilité de chacun des deux sites. Donc, c'est comme ça que les machines, ça fait partie de quelques-uns des éléments qui font que les machines comprennent mieux notre contenu. Les données structurées et liées peuvent donc être mises en relation, favorisant les partenariats, la collaboration entre les institutions. Je ne veux pas nécessairement rentrer, l'Orphée va rentrer plus dans la mutualisation, mais ce n'est pas pour rien qu'on parle beaucoup de mutualisation, entre autres au MCC. Le ministère de la Culture veut créer plus de partenariats, veut créer beaucoup plus de liens entre les différents organismes et les institutions culturelles pour justement favoriser ce genre de lien-là qui fait que ce sera bénéfique à chacun. C'est aussi une manière d'aller chercher des nouveaux publics les uns des autres. J'aimerais voir un petit exemple concret avec vous. Là, je vais décortiquer un petit peu là, dans des exemples concrets. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui? OK. L'exemple, c'est Une patate à vélo, un livre québécois jeunesse qui est à peu près connu de tous les parents, qui a conquis le cœur des familles québécoises depuis sa sortie en 2016. Donc, c'est un petit livre d'Élise Gravel. On remarque quand on cherche dans Google, il est très bien référencé. Ils ont vraiment travaillé la découvrabilité et on le voit. Là, ici, je sais que c'est tout petit. Là, ce que vous voyez ici, c'est vraiment la page de Google. Je vous encercle en haut. Ce qu'on voit, ce sont des liens commandités. On voit qu'on a des liens pour acheter une patate à vélo sur Amazon. Ça pourrait être les libraires, ça pourrait être n'importe qui. Aussitôt qu'on voit commandité ou annonce, ce sont nécessairement des liens payants. Donc, ça veut dire qu'Amazon a payé chez Google pour apparaître là. Donc, c'est vraiment une section qui est à part. Il y a des règles qui régissent lesquelles apparaissent là. Il y a un système d'enchères sur des mots-clés, la qualité de l'annonce, le taux de clic sur cette annonce-là. Tout ça est tenu en compte pour essayer de choisir entre deux annonces laquelle va être présentée. L'objectif de Google étant de faire le plus d'argent possible, il veut mettre l'annonce qui va parler le plus aux consommateurs en avant. Donc, ils vont regarder la page d'atterrissage, donc l'endroit où on amène l'utilisateur. Est-ce qu'on retrouve les mêmes mots-clés? Est-ce qu'on retrouve, par exemple, est-ce que l'annonce est attirante? Est-ce qu'il y a des images? C'est toutes des choses qui sont tenues compte par Google pour s'assurer que les premiers liens qui apparaissent sont attirants. Donc, ça, c'est l'achat de mots-clés. On remarque aussi dans une petite section qui apparaît pour une patate à vélo. Donc, on parle de vidéo. Pratiquement, pour presque tous ces livres, Élise Gravel se donne la peine de lire le livre sur YouTube. Donc, ça crée une belle section de vidéos où on retrouve, puis c'est du contenu qui est quand même assez attrayant. Donc, il y a plusieurs plateformes de diffusion vidéo. Ça pourrait être Vimeo, ça pourrait être YouTube. Sur ces plateformes-là, on retrouve des métadonnées. Donc, il est possible de décrire ces contenus-là. Donc, on peut ajouter, par exemple, qui est l'auteur. On peut ajouter, expliquer justement qu'on parle ici d'un livre dont l'auteur est Élise Gravel. Donc, il y a plusieurs informations qu'on peut ajouter à ces plateformes-là. Donc, on parle ici, encore une fois, de métadonnées qui vont permettre de bien sortir. Fait qu'on voit ici que les mots-clés cherchés étaient une patate à vélo. Ils ont déjà compris qu'on cherchait le livre d'Élise Gravel et ils vont nous proposer des contenus vidéo. Vous les voyez ici, là, ils étaient quand même... ouais. Donc, c'était ici que ça apparaissait. Les données structurées. Vous allez remarquer que ici, on a une patate à vélo. C'est quelque chose qui apparaît dans certains résultats de recherche, mais pas nécessairement tous. On remarque aussi, là, ça c'était dans la colonne de droite ici, à propos. Donc, ça dit, là, c'est peut-être un peu petit pour que vous le voyez, ça dit 94 % des utilisateurs ont aimé ce livre. Ça dit aussi date de publication originale, auteur, illustratrice. Ce n'est pas Élise Gravel qui est allée rentrer ça. Par contre, dans le site Web, non, je reviens en arrière. Tout ça est basé sur une technologie qui s'appelle le Knowledge Graph de Google.
Donc, qui est une base, on appelle le schéma c'est une base de connaissances que Google entretient, où ils vont décrire des choses, des lieux, des personnes, et ça va permettre de répondre à des questions factuelles. Donc, c'est pour ça que si vous tapez dans Google quelque chose comme quelle est la hauteur de la Tour Eiffel, ils vont être capables de vous répondre directement. C'est le même genre d'informations qu'ils vont utiliser pour aller documenter ça. Donc, dans les sites Web, quand on utilise une technologie, un schéma.org, qui est une manière de rentrer les informations dans le site Web, ça permet de dire à la machine de Google, ceci est un auteur, ceci est un titre de livre. Donc, après ça, ça leur permet justement de sortir les informations comme ça, et ça améliore beaucoup la découvrabilité d'un livre. Vous allez voir aussi, là, dans plus de livres de cet auteur, Élise Gravel est vraiment très bien référencée, donc on le remarque vraiment bien ici. Donc, quand on clique sur plus de livres de cet auteur, on voit plusieurs titres avec de l'information pertinente. Donc, c'est encore une fois une manière pour les usagers de trouver encore plus de contenu, mais basé vraiment sur les métadonnées ou des données structurées. On remarque ici aussi une section sur l'auteur. Cette section-là, elle est tirée de Wikipédia. Je voulais rapidement vous parler de tout l'univers Wiki. Donc, Wikimedia Canada, qui fait partie de l'univers Wiki international, qu'est-ce que c'est? C'est une encyclopédie vivante, donc qui repose sur des collaborations. Puis, il y a deux, c'est comme tout un univers, là, mais les deux qui nous intéressent particulièrement pour le milieu culturel, ce sont Wikimedia, Wikipédia et Wikidata. Wikidata, c'est une plateforme de données ouvertes où on permet, là, je pense que je vais un petit peu trop vite. Non, je vais revenir en arrière. On va rester là. Donc, ça nous permet justement d'avoir toute cette information-là. Ce sont des utilisateurs qui vont la documenter et les collaborateurs, finalement, ont la responsabilité d'aller documenter, de dire qu'est-ce qui est vrai ou pas, de citer des sources. Donc, ils se basent vraiment, puis on s'est rendu compte dans les dernières années, ils ont comparé les encyclopédies courantes avec Wikipédia et le pourcentage d'erreurs est souvent même plus bas que dans les encyclopédies. Donc, le pourcentage d'erreurs, même si ouvert à toute la collectivité, il y a vraiment toute une série de personnes qui font ça. En tant qu'acteur du milieu culturel, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déposer certaines de nos données. Donc, en tant que BNQ, en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur, c'est possible de déposer ça dans Wikidata. Donc, avec des différents jeux de données et de les rendre disponibles à la communauté. Et c'est ce qui est utilisé, entre autres, pour les moteurs de recherche et un petit peu partout, pour aller documenter des faits. Donc, quand ils ont besoin de savoir, c'est vers ça qu'ils vont se tourner. Fait que, encore une fois, ce sont des données qui sont structurées et qu'on peut lier pour différents sites Web. Donc, ça leur donne un petit peu plus de valeur à ces données-là parce que ça leur donne du contexte. Fait que ne pas sous-estimer l'univers Wiki, très, très important quand on veut améliorer la découvrabilité. J'ai un autre exemple ici avec Aurélie Laflamme. Quand on cherche juste Aurélie Laflamme, premièrement, on remarque qu'il y a beaucoup moins de résultats que pour une patate à vélo. Ce qui est un petit peu étonnant parce que moi, je me serais attendue à voir plutôt le contraire. Puis pourquoi? C'est que le moteur de recherche n'arrive pas à désambiguiser. Il ne sait pas si on parle d'Aurélie Laflamme, le personnage fictif, si on parle d'Aurélie Laflamme, le film, ou si on parle d'Aurélie Laflamme, le livre. Donc, il n'est pas trop certain. Fait que c'est pour ça qu'on remarque qu'il y a beaucoup moins de détails et on demande ici, voulez-vous afficher les résultats pour le journal d'Aurélie Laflamme, un film de 2010? On remarque encore une fois la base de connaissances, le Knowledge Graph de Google, qui explique justement Aurélie Laflamme, qui est un personnage de fiction et qui renvoie vers les livres, mais aussi le film si on cliquait dessus. Une autre source à ne pas sous-estimer, les réseaux sociaux. Si on veut aller chercher des nouveaux publics, c'est important aussi de les trouver là où ils se trouvent. En ce moment, la plus jeune génération se trouve beaucoup sur TikTok.
on a des exemples. Donc, ici, je vous présente une sous-communauté sur TikTok qui porte le nom de BookTok, qui a vu le jour durant la pandémie. Il y a eu énormément d'initiatives comme ça sur TikTok, entre autres, durant la pandémie. Celle-ci rassemble les ados et les jeunes adultes qui s'intéressent au fantastique et à la littérature romantique. Donc, on parle, c'est Émilie Ouellette, ici, qui est sur la photo, qui est une auteure derrière la série jeunesse Myriane, qui a plus de 120 000 abonnés sur TikTok. Donc, ça lui a permis d'aller chercher des nouveaux publics et de continuer à être dynamique puis de communiquer avec ses fans pendant la pandémie. On a des beaux exemples de bibliothèques aussi qui se sont démarquées sur TikTok. À toi, Orphée. Oui, donc maintenant, je vais parler des manières dont à BNQ, on espère aider le milieu culturel et le milieu du livre à accroître la découvrabilité des contenus à travers le partage de métadonnées et en particulier avec l'identifiant ISNI. Donc, je vais commencer avec un autre petit quiz. Donc, je vous invite, comme tantôt, de lever vos mains pour la réponse que vous pensez est la bonne. Donc, la mutualisation de métadonnées, ça favorise la découvrabilité sur quel type de plateforme? Sur les moteurs de recherche, sur les plateformes de diffusion et de vente, dans les catalogues des bibliothèques ou toutes ces réponses. Donc, effectivement, la réponse, c'est D, toutes ces réponses. Vraiment, peu importe la plateforme en question, le fait d'avoir des données qui sont plus riches et qui sont aussi arrimées aux pratiques courantes, ça augmente la découvrabilité des contenus. Et comme on a vu tantôt, c'est vraiment un enjeu primordial en ce qui concerne le web parce que les algorithmes des grandes plateformes ne favorisent pas forcément la découverte de contenus culturels québécois ou francophones. Donc, la mutualisation de métadonnées, c'est quand plusieurs organismes s'allient pour partager ou s'échanger des données. Et à la partie Bibliothèque nationale de BNQ, on voit vraiment le reflet d'un grand intérêt de la part du milieu culturel en ce moment pour la mutualisation de métadonnées parce qu'on reçoit beaucoup de demandes pour des projets de mutualisation de métadonnées de la part d'organismes du milieu culturel, dont du milieu du livre. Et bien que la plupart de ces demandes proviennent d'organismes qui voudraient utiliser nos métadonnées pour accroître la découvrabilité, on reçoit aussi des demandes d'organismes qui voudraient les utiliser, soit pour rendre leur chaîne de travail plus efficace, ou bien pour faciliter la gestion des droits d'auteur. Et on a vraiment identifié un lien entre toutes les demandes qu'on a reçues, et c'est que tous ces organismes s'intéressent à recevoir nos identifiants ISNI. Ce qui nous amène à un autre quiz. Donc, à quoi pensez-vous sert principalement l'identifiant ISNI? Est-ce que ça sert à gérer les droits d'auteur, à augmenter la découvrabilité des contenus sur le web, à désambiguïser les auteurs ou à créer des données liées? Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut tenter une réponse? Oui, effectivement, c'est C. Les autres réponses, c'est quand même toutes des choses que l'utilisation de l'ISNI peut favoriser, mais ce n'est pas le but principal de l'ISNI. Le but principal de l'ISNI, c'est vraiment d'identifier les auteurs, les illustrateurs, les créateurs. Donc, l'ISNI, c'est un identifiant unique et pérenne qui décrit les personnes ou organismes impliqués dans les chaînes de création. Donc, c'est un peu comme l'ISBN pour les titres, sauf ça décrit les créateurs. Et c'est un identifiant international et intersectoriel, ce qui est intéressant parce qu'un même créateur peut avoir travaillé dans plus qu'un pays ou dans plus qu'un domaine, et c'est en partie pour ça que l'ISNI devient très vite l'identifiant le plus répandu de son genre. Dans le milieu culturel, on s'intéresse beaucoup à l'ISNI parce que ça peut servir de clé pour lier des métadonnées de différentes sources. Dans les bibliothèques, on utilise ce qu'on appelle des notices d'autorité pour démêler les cas d'homonymie ou de pseudonymie, comme Michel Tremblay, où il y a plusieurs auteurs avec le même nom.
Donc, les notices d'autorité, c'est des fiches de métadonnées qui sont associées aux formes privilégiées des noms pour chaque auteur. À droite, vous pouvez voir une capture d'écran de notre catalogue à BNQ. Dans le fond, ça, c'est toutes les notices d'autorité qu'on a pour des autrices qui s'appellent Carole Tremblay, dont il y en a une pour l'autrice jeunesse qui a été finaliste pour un prix des libraires en 2022. Par contre, de domaine en domaine, les données ne sont pas structurées nécessairement de la même façon. Et aussi, peu importe le domaine en question, selon les moyens des organismes, la richesse des données peut varier beaucoup. Et donc, à cause de ça, c'est pas toujours comme évident comment arrimer les données des différentes bases de données. Et donc, l'ISNI, quand deux organismes l'utilisent et se partagent des données, ça permet d'assurer sans ambiguïté de quelle Carole Tremblay les données parlent. Donc, à cause de ça, l'ISNI, ça permet de minimiser le nombre de saisies et de vérifications manuelles lors des échanges de données, et donc même d'automatiser plusieurs échanges de données. Et ça favorise la création d'écosystèmes de données qui sont normés, uniformisés et riches. Aussi, l'ISNI, ça facilite la transition vers les données liées, parce que chaque ISNI a un URI, donc c'est assez facile à utiliser l'ISNI pour décrire et lier des données dans des formats conçus pour les machines. Finalement, si on pense spécifiquement au site Web, l'ISNI, ça facilite la structuration des sites Web autour de ce qu'on appelle des entités. Donc, des entités, c'est des choses comme des personnes, des lieux, des œuvres, des événements historiques qui ont une signification unique. Et lorsque les moteurs de recherche indexent les contenus moissonnés des pages Web, ils utilisent, comme Mélanie a décrit tantôt, des bases de connaissances appelées des knowledge graphs. Et les knowledge graphs sont structurés autour d'entités et des liens entre eux. Donc, lorsqu'on structure nos propres sites Web autour d'entités, par exemple, en ayant une page Web unique pour chaque auteur ou pour chaque titre, bien sûr accompagné d'un bon référencement pour les moteurs de recherche, ça permet de signaler aux moteurs de recherche les entités qui sont présentes dans nos sites, ce qui améliore leur indexation. Donc, un exemple concret de l'utilité de l'ISNI, ce serait une page de titre par auteur sur une librairie en ligne. Donc, si on reprend l'exemple de Carole Tremblay, ici, j'ai pris une capture d'écran des résultats des titres de Carole Tremblay sur le site Web des libraires. Et on voit parmi les titres de l'autrice jeunesse des cahiers d'exercices de français qui sont écrits par une autre Carole Tremblay. Donc, il y a ce qu'on appelle du bruit dans les résultats, donc des résultats qui ne sont pas pertinents. Donc, ça peut nuire à l'expérience utilisateur d'un usager. Au-delà de ça, on pourrait envisager une situation où, par exemple, un parent ou un prof ou un bibliothécaire scolaire cherche des titres de Carole Tremblay. Il existe une autre autrice qui s'appelle Carole Tremblay et qui écrit sur des sujets sensibles ou des sujets autour desquels il y a des tabous. Et peut-être ça pourrait nuire à la réputation de l'autrice jeunesse auprès de l'usager donné et rendre cet usager moins susceptible de choisir ses livres. Ce genre d'erreur, ça peut avoir des répercussions ailleurs sur le Web. Donc, comme Mélanie a décrit tantôt, les knowledge cards, les fiches d'information qui apparaissent à droite des résultats lors de nos recherches sur Google, sont générées à partir du knowledge graph de Google et alimentées d'informations de sources que Google considère comme étant fiables. Et quand moi, je fais une recherche pour Carole Tremblay sur Google et je clique dans la knowledge card sur livre, à droite, on peut voir une capture d'écran que j'ai prise de ce que Google m'a présenté. Et on a dans les premiers résultats encore un autre titre d'une autre autrice avec le même nom. Donc, à cause que de l'information erronée est apparue d'abord sur un site Web, maintenant, l'information erronée se répercute dans l'information que nous présente Google. L'utilisation de l'ISNI, ça aurait pu éviter ce genre d'erreur en permettant d'assurer que d'abord, sur les sites Web, chaque titre est associé au bon auteur dans les cas d'homonymie. Donc, on nous contacte à BNQ pour recevoir des ISNI, mais comment
est-ce qu'on peut se voir attribuer un ISNI de BNQ dans un premier temps? Et maintenant encore, je vous invite à lever vos mains sur ce que vous pensez est la bonne réponse. Donc, est-ce que c'est en ayant contribué un document dans la collection nationale de BNQ? Est-ce que c'est en faisant une demande auprès de la direction du dépôt légal de BNQ? Est-ce que c'est en remplissant un formulaire web ISNI sur le portail de BNQ? Est-ce que c'est A et C? Ou est-ce que c'est aucune de ces réponses? Le service est en cours de développement. Donc, la réponse, c'est D. Malheureusement, on dirait qu'on n'est pas certain entre D et E. Donc, il y a deux façons standards de se voir attribuer un ISNI de BNQ en ce moment, et c'est en ayant contribué à un document dans la collection nationale ou en remplissant un formulaire web ISNI sur notre portail. Donc, on nous contacte pour recevoir des ISNI à BNQ parce qu'on est agence ISNI pour le Québec. Et je crois qu'on est bien placé pour remplir ce rôle, surtout grâce au dépôt légal, parce qu'avec le dépôt légal, on s'efforce à acquérir à la collection nationale deux copies de tous les documents publiés au Québec pour plusieurs types de documents. Et à cause qu'on traite ces documents, on a déjà des données pour beaucoup des créateurs québécois qui sont éligibles pour un ISNI. Et tous les soirs, toutes nos nouvelles notices d'autorité liées à des documents de la collection nationale sont envoyées à la base internationale ISNI pour se voir attribuer un ISNI qui nous est renvoyé directement dans notre catalogue. C'est un processus automatisé. Et sinon, bien sûr, il y a beaucoup de créateurs québécois qui sont éligibles pour un ISNI, mais qui n'ont pas de documents dans la collection nationale parce qu'ils travaillent dans des domaines où les documents ne sont pas assujettis au dépôt légal, comme pour les arts visuels. Et donc, pour ces créateurs, on offre l'option de remplir un formulaire web ISNI sur notre portail, et quand on le remplit, on reçoit notre ISNI par courriel une quinzaine de minutes plus tard. Donc, un exemple d'un projet de partage d'ISNI à venir à BNQ, c'est notre collaboration avec la BTLF, qui gère la base de données Memento. Et la BTLF nous a contactés parce qu'ils aimeraient implanter l'ISNI dans les chaînes de travail du milieu du livre. Donc, ils aimeraient pousser les ISNI aux éditeurs qui se trouvent au début de la chaîne pour que l'ISNI suit leur partage avec les acteurs plus loin dans la chaîne, comme les distributeurs et les libraires, ce qui permettrait d'automatiser plusieurs de ces échanges. Donc, on entrevoit deux étapes majeures à notre collaboration. Dans un premier temps, il faudrait faire un envoi massif d'ISNI à la BTLF pour peupler leur base. Et dans un deuxième temps, il faudrait mettre en place un flux d'échange de métadonnées réguliers entre nos deux organismes pour attribuer des ISNI aux nouveaux auteurs le plus tôt possible. Et actuellement, on est à une phase de test où on s'envoie des échantillons de données afin de permettre d'identifier un socle de métadonnées qui permettra à la BTLF de faire l'appariement entre nos métadonnées et les leurs. Maintenant, je vais repasser la parole à Mélanie, qui va parler de comment on peut aller plus loin que le partage de données avec l'ouverture des données sur le web. Donc, là, c'est la partie que je maîtrise un peu moins, fait que je vais prendre mes notes. Des données ouvertes pour améliorer la découvrabilité. Donc, qu'est-ce que c'est des données ouvertes? C'est un concept qui est assez important quand on veut parler de découvrabilité. Donc, on définit les données ouvertes comme des données diffusées de manière structurée. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, donc c'est un vocabulaire contrôlé, c'est pas juste du vocabulaire ouvert. C'est en format ouvert. Quand on dit, bon, les données... je vais y aller autrement. Sous forme de fichiers numériques d'origine publique ou privée, qui peuvent être librement partagés, utilisés et mis à profit par quiconque, sans restriction technique, juridique ni financière, conformément à une licence garantissant leur accès libre et leur réutilisation. Donc, il y a certains principes fondamentaux qui régissent les données ouvertes, donc disponibilité et accès. Toutes les données ouvertes doivent être facilement accessibles dans leur ensemble dans un format ouvert, pratique et modifiable.
Donc, un exemple des différents formats, donc plutôt que le format Excel, on favoriserait le format CSV parce que les données vont pouvoir être, on va éviter les formats propriétaires, ça va toujours être ouvert. Réutilisables et republications, donc elles doivent être fournies dans des conditions de réutilisation. Donc, quand on parle, par exemple, les Creative Commons qui vont gérer les droits d'auteur, donc ce serait vraiment des données ouvertes qui n'auraient pas, par exemple, des restrictions d'utilisation, par exemple, pour le contenu non commercial. Donc, ça doit vraiment être ouvert à tous pour pouvoir être réutilisé. Participation universelle, donc tout le monde doit être en mesure de les utiliser, de les réutiliser et de les republier sans discrimination liée au champ d'activité et pas de restrictions. Donc, des exemples de plateformes. On en a plusieurs au Québec. Il y a Wikidata, qui est une plateforme exactement de données ouvertes. On a aussi Données Québec, qui est la plateforme du gouvernement du Québec avec différents jeux de données ouverts. On a aussi des données ouvertes à la Ville de Montréal, donc qui regroupe, par exemple, un exemple que je voyais cette semaine, c'était sur les ressources humaines. Il y a possibilité, ils déposent leur jeu de données. Donc, pour chacun des postes ouverts à la Ville, on peut voir le nombre de personnes qui ont postulé, l'origine ethnique des personnes, le nombre de femmes, le nombre de personnes handicapées, les personnes qui sont issues de minorités visibles. Donc, ce sont des jeux de données qui sont déposés et disponibles à tous. Un autre exemple sur Données Québec, ce sont les données de fréquentation des urgences qui sont mises à jour de manière quasi automatique, qui permettent entre autres à des développeurs de faire des applications qui nous permettent à nous, utilisateurs des urgences, de voir quel est le temps d'attente en temps réel dans les hôpitaux. Donc, il y a toutes sortes de manières. Donc, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Il y a des applications aussi dans le milieu culturel. Je vais vous faire un petit exemple après, mais avant, je voulais juste vous présenter le principe FAIR. On les a donc... ouais. On les a traduits. Là. FAIR, c'était F pour Findable, qui est finalement facile à découvrir. Les données ouvertes doivent être accessibles, interopérables et réutilisables. Donc, j'en ai parlé un petit peu, là, mais ce sont vraiment les quatre principes de base qu'ils doivent respecter. Et maintenant, pour un exemple, qu'est-ce qu'on fait avec ça dans le milieu culturel? On a utilisé, on a un partenariat avec ouvoir.ca. Donc, je vous explique, la Grande Bibliothèque a une collection de vidéos, donc des films sur Blu-ray, DVD, autres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un jeu de données ouvert qu'on a déposé sur Données Québec, qui est mis à jour toutes les semaines, qui inclut la liste de tous les titres disponibles à la Grande Bibliothèque qui sont disponibles pour emprunt. Format CSV avec une licence ouverte qui permet à n'importe qui de les réutiliser. Ça a été exploité via API par Ouvoir, qui est la plateforme de Mediafilm. Donc, Mediafilm a une nouvelle plateforme qui permet de trouver pour un titre de film où on peut le voir. Est-ce qu'il est accessible en salle? Est-ce que les plateformes de streaming, est-ce qu'on peut le voir sur une chaîne de télé? Mais maintenant aussi, est-ce qu'on peut l'emprunter à la Grande Bibliothèque? Donc, depuis ce temps-là, les films sont pratiquement découvrables à partir de Ouvoir. Avant, on n'avait pas ces données-là. C'était seulement pour l'achat ou le streaming. Donc, depuis qu'on a mis ces jeux de données-là disponibles et qu'on a fait ce partenariat avec Mediafilm, on est capable de voir les documents disponibles aussi pour la Grande Bibliothèque. Oui, donc à BNQ, on ne pense pas seulement que le partage de données et l'ouverture de données, ça peut seulement bénéficier à nos partenaires et aussi au grand public. On pense aussi que ça peut aller dans les deux sens et que ça peut bénéficier aux bibliothèques de réutiliser les données du milieu culturel. En ce moment, beaucoup de bibliothèques nationales mettent en place des flux d'échange de données dans les deux sens avec les organismes du milieu culturel. Donc, ils utilisent les données de leurs partenaires à la fois pour générer des notices en lien avec les programmes de catalogage avant publication ou de dépôt légal de leurs pays respectifs, et aussi pour générer des ISNI qu'ils repoussent à leurs partenaires. À BNQ, on ne pense pas faire un copier-coller de ça au Québec, mais on quand même s'y inspire pour nos projets de partage de données. C'est le cas, par exemple, pour le projet avec la BTLF, parce qu'on voit vraiment des gains potentiels pour nous
si les éditeurs nous fournissaient les ISNI dans leur demande CIP ou leur formulaire de dépôt légal, parce qu'ensuite, on pourrait générer automatiquement des liens entre les notices bibliographiques, donc les notices sur les livres, et les notices d'autorité dans le catalogue. On a aussi des projets où on compte aller plus loin et générer automatiquement des pré-notices au catalogue avec les données du milieu. C'est le cas pour la concrétisation du dépôt légal du numérique, en particulier pour la musique, ou le fait d'utiliser les données d'un partenaire. C'est ça vraiment qui va nous permettre de répondre à l'immense augmentation du nombre de documents à traiter qu'on anticipe. Donc, je dirais vraiment qu'à BNQ, on s'intéresse beaucoup à comment on peut mutualiser nos métadonnées et celles du milieu culturel pour rendre d'abord nos flux de création de métadonnées plus efficaces, mais aussi pour augmenter la découvrabilité de nos contenus, parce qu'on considère que les métadonnées du milieu culturel ont vraiment une richesse dont on peut profiter pour augmenter la découvrabilité. Et en conclusion, BNQ croit vraiment à l'automatisation des artisans du milieu culturel. On pense qu'il existe des leviers qui peuvent nous permettre, tout le monde ensemble, de sortir les différents contenus culturels du lot, même à travers les plateformes numériques. Donc, il y a certains leviers qui vont nous permettre de faire ça et de rendre notre culture beaucoup plus accessible. Puis c'est pour ça qu'on voulait venir vous présenter aujourd'hui quelques exemples. Donc, on espère vous inspirer, puis on espère que vous allez pouvoir faire de même dans vos différents milieux. Merci de votre attention, puis on est prêt pour les questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je pense qu'il y a un micro ouvert. Bonjour. Bonjour. Les gens qui me connaissent savent que c'est toujours moi qui viens poser les questions. Donc, Gilles Herman, édition du Septentrion. La question de la découvrabilité, c'est une question qui me taraude depuis maintenant quand même assez longtemps. Puis, je suis quand même surpris de voir que depuis le temps qu'on en parle et puis tout ce qu'on a mis en place, il reste encore des freins qui, des fois, je me pose la question de pourquoi les choses ne se font pas. Alors, j'ai moins de questions que des commentaires ou des suggestions, ou peut-être ouvrir des discussions. Mais par exemple, pour l'ISNI, qui est effectivement un identifiant super intéressant que personne n'utilise. Mais par exemple, là, vous disiez, si les éditeurs fournissaient l'ISNI quand on fait notre dépôt légal, ça permettrait d'alimenter les banques de données, mais je comprends aussi que c'est BNQ qui fournit les ISNI, surtout dans le cas où l'auteur va être à sa première publication. Alors pourquoi ce ne serait pas le contraire, en fait? Pourquoi ce ne serait pas la BNQ qui retourne l'ISNI automatiquement à l'éditeur après chaque dépôt légal, et ce qui permettrait aux éditeurs de se construire des bases de données, ou de nourrir en tout cas leurs bases de données, parce qu'après ça, c'est le même éditeur qui va justement être en contact avec la BTLF, par exemple, pour construire Memento et toutes ces bases de données-là. Oui, c'est vraiment une bonne question et je pense que notre collaboration avec la BTLF pourrait vraiment permettre de répondre à ce besoin. On aimerait effectivement mieux diffuser les ISNI et comme établir des moyens pour vraiment les... Parce que c'est ça le but, c'est pas le but que ça reste juste dans notre base de données et ça fait rien. Le but, c'est de faire en sorte que le milieu de la culture peut profiter de ça. Et qu'est-ce qu'on entrevoit à ce moment dans notre collaboration avec la BTLF? C'est que ça va vraiment être la BTLF qui va prendre le lead pour partager les ISNI aux éditeurs. Donc, l'attribution des ISNI, ça va faire toujours chez BNQ, mais après, ça va être la BTLF qui les transmet aux éditeurs et je pense que c'est vraiment une façon de s'allier et de profiter de nos deux forces comme organisme parce que la BTLF, étant donné qu'elle travaille déjà en proximité avec les éditeurs autour de la mise en marché des documents, ils sont peut-être mieux équipés que nous dans certains respects pour être l'organisme qui diffuse les ISNI aux éditeurs. Je vais me permettre de vous faire une autre suggestion. Moi, j'ai siégé pendant 8 ans sur le conseil d'administration de Copybec. Et c'est peut-être l'organisme au Québec qui court le plus après les auteurs, Copybec, parce qu'il doit donner de l'argent, distribuer des redevances aux auteurs, puis les auteurs, aux autrices déménagent, puis ils ne font pas toujours leur suivi. Et donc, c'est vraiment là où il y a des agents qui, des fois, vont passer beaucoup de temps à essayer simplement de retracer des auteurs. Et c'est peut-être là où l'ISNI pourrait être
le plus utile de façon très concrète. Parce qu'il y a de l'argent tout simplement qui n'est pas redistribué. Je sais que, je sais pas s'il y a des gens de la BTLF ici, là, mais je sais que la BTLF et que Québec travaillent ensemble, mais ça pour moi c'est des exemples concrets où l'ISNI devient pas juste des outils de découvrabilité, mais une vraie utilité pratique, c'est de savoir qu'on est capable de suivre, et dès qu'un auteur signale son changement d'adresse à un des partenaires qui utilisent l'ISNI, ben après ça peut forcément être répercuté chez tout le monde. Puis j'ai une dernière suggestion, s'il y a des gens de la SODEC aussi qui sont dans la salle, ou de Revenu Québec. Les éditeurs, un des programmes de soutien qu'on a, c'est le crédit d'impôt à l'édition de livres, qui est un programme de financement qui est assez exigeant du point de vue administratif. Et entre autres, on nous demande de remplir des déclarations de résidence pour les autrices et les auteurs pour prouver qu'ils sont bien québécois. Il me semble que l'ISNI, c'est le genre de truc qui pourrait répondre à ça et simplifier beaucoup de paperasserie en disant, écoutez, là, on a un ISNI, on sait qui est cet auteur-là, on est capable de l'identifier et de pouvoir certifier que cet auteur-là est bien un auteur québécois. C'est toujours d'ailleurs une question complexe qu'on a, si un auteur est québécois ou pas. Ça, c'est le genre d'application, comment je dirais, les éditeurs seraient vraiment derrière vous si vous faisiez quelque chose qui est une application très pratique comme ça, là, plutôt que de leur demander de participer à un identifiant unique pour lequel la plupart ne voient pas beaucoup d'intérêt. Oui, en ce qui concerne Copybec, effectivement, on a commencé des discussions avec eux. J'en ai pas parlé aujourd'hui parce que c'est vraiment pas une utilisation de l'ISNI qui concerne la découvrabilité. C'est vraiment plus pour rendre leur propre flux de travail beaucoup plus efficace. Pourrais-tu répéter ce que tu avais dit sur la SODEC? Mais en fait, c'est simplement, mon point, c'est les éditeurs, pour les connaître, en étant à moi-même, pour les amener à utiliser un nouvel identifiant comme l'ISNI ou une nouvelle méthode de travail. C'est souvent en leur démontrant un intérêt très pratique. Dans ce cas-ci, on a un niveau de financement qui nous demande d'identifier qu'un auteur est bien un auteur québécois. Et pour moi, l'ISNI pourrait servir, entre autres, comme c'est un identifiant qui permet de certifier, dans le fond, l'identité d'un auteur. On parle bien de ce Michel Tremblay-là et pas d'un autre. Et de certifier que c'est effectivement un éditeur québécois. C'est quelque chose de tout simple qui faciliterait grandement la vie des éditeurs. Et ça, si les éditeurs, on leur disait dorénavant, si ton auteur a un ISNI, ça t'évite d'avoir à faire une déclaration de résidence. Je vous garantis que dans l'année, ils sont tous passés à l'ISNI. C'est vraiment intéressant. Et peut-être juste pour répondre à ce que tu as dit sur le fait de nous fournir des ISNI, on ne va pas demander aux éditeurs de fournir les ISNI dans leur demande de dépôt légal ou leur formulaire de CIP, tant qu'on a une façon de leur donner les ISNI dans un premier temps. Oui, puisqu'il n'y a personne d'autre qui se lève, j'ai une dernière question concernant la découvrabilité. Excusez-moi. Mais la circulation des métadonnées, qui est présentée comme on souhaite une circulation libre des métadonnées, moi, c'est quelque chose qui me questionne depuis très longtemps dans le secteur du livre, entre autres avec la BTLF, qu'il y a un coût à la création des métadonnées. Et la BTLF, c'est pas gratuit. L'accès au catalogue Memento, c'est pas gratuit à leur service. Et en même temps, on aimerait ça que les données de la BTLF soient disponibles et que n'importe qui puisse avoir accès au catalogue d'œuvres et d'auteurs québécois et puisse en faire ce qu'il veut et de voir naître des initiatives comme ouvoir.ca ou des trucs comme ça. Là. Mais malheureusement, le coût de création et de gestion des métadonnées ne nous permet pas d'avoir ça vraiment libre. Est-ce que c'est une utopie de penser qu'on pourrait un jour financer correctement ou se doter d'infrastructures qui permettraient à ce que il y ait quand même des gens qui travaillent à ce que ces données soient propres et crédibles, mais que ce soit effectivement gratuit? Oui. Il y a toutes sortes de choses en cours. Bien, il y a la bibliographie du Québec qui est gérée par la Bibliothèque nationale. On est en processus, justement, il est déjà déposé comme jeu de données ouverte sur Données Québec. Et on est en train de travailler justement à plusieurs différents jeux de données. On a fait, dans la dernière année, on a fait des rencontres avec différents acteurs culturels pour essayer de voir quels étaient les intérêts
autour de différents types de jeux de données que BNQ pourrait fournir pour essayer justement d'améliorer tout ça. Mais on est constamment à l'affût d'opportunités et d'améliorations avec ce que nous, on est capable d'offrir au milieu du livre. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. Bonjour. Alors, bonjour Orphée, bonjour Isabelle Godet-Labine. Je suis directrice des relations aux éditeurs et de l'équipe de traitement documentaire à la BTLF. Donc, merci Gilles pour toutes tes interventions. En fait, je voulais juste apporter une précision. C'est que oui, on est très content du projet avec la BNQ pour intégrer les ISNI, les faire circuler dans la chaîne du livre. Et effectivement, c'est que les structures à la BTLF sont en place pour communiquer les ISNI aux éditeurs et tout ça. Donc, ce qui va être facilitant là, autant pour la BTLF, pour les éditeurs que pour les utilisateurs de données ensuite. En aval, je me trompe, ouais, c'est ça, en aval. Mais je voulais juste préciser qu'on a des échanges avec Copybec pour justement pouvoir intégrer ensuite les données structurées, les transmettre à Copybec, les lier aux autorités. Tout le sujet des nationalités, c'est un sujet assez complexe parce que dans l'ISNI, l'ISNI ne se veut pas être une base de données qui intègre les données sur les nationalités. Par contre, ça va justement tout être un travail de lier les ISNI à des notices auteurs d'autorité. Donc ça, c'est un travail qui doit se faire avec des équipes de travail. Et donc ça, effectivement, ensuite, ça va ouvrir ça va faciliter beaucoup le travail des éditeurs. On est en train de développer des outils à la BTLF pour justement automatiser des formules, des listes d'auteurs pour chaque éditeur pour qu'ils aient justement accès à des tableaux déjà pré-remplis pour tout ce qui concerne la paperasse de subvention pour la SODEC, pour le FLC, etc. Donc, tous ces outils, le travail qu'on fait avec la BNQ, puis avec la chaîne du livre, là, et l'intégrer l'ISNI, ça va vraiment ouvrir la porte à toutes sortes d'outils pour faciliter la vie des éditeurs. On le sait, qui rentrent leurs données dans plusieurs systèmes. Et l'objectif de cette mutualisation-là, c'est à la fois de simplifier le travail des professionnels du livre et de simplifier la circulation des métadonnées là, dans toute la chaîne du livre. Alors, là, juste une petite précision. Merci. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas précisé. L'ISNI, c'est quand même assez nouveau. Hein? BNQ est l'agence québécoise de l'ISNI depuis 2020. Il me semble que c'est en 2020 qu'on avait lancé. Donc, ça fait juste 3 ans. On est encore en train de finaliser, de tout mettre en place. Donc, vous allez probablement le voir arriver beaucoup plus dans les prochaines années. Il y a eu aussi une pandémie qui a fait que ça a peut-être un petit peu ralenti le rythme. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bien, merci de votre écoute et bon après-midi.